Eh bien, c'est parti. Donc, je laisse la main pour l'instant à Philippe Champère de Guy Cordaille, qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde avec le collectif Gustave. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le collectif Gustave. Salut. À ma droite, Vincent Darnois, le Buffon du 21e siècle. À ma gauche, Julien dit Glad, le pop artiste le plus réputé de l'Ouest canet. Certaines rues. voire au-delà. Alors, question pour vous deux, pour démarrer, le collectif Gustave, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors, je vais te laisser répondre, Vincent, maintenant tu es rodé. Alors, le collectif Gustave, qu'est-ce que c'est? Donc, on est un collectif d'artistes de la région plutôt cannaise, mais on essaie de s'étendre un peu plus à la Normandie. Et donc, du coup, on est un collectif qui organise plusieurs expositions à l'année. On intervient partiellement sur pas mal de... Attends, je vais me tourner. Je vous vois pas, ça me perturbe. Voilà. Donc on organise aussi pas mal d'événements. Voilà, on œuvre surtout à rendre accessible tout ce qui est art. Voilà. On est sollicité par pas mal de communautés urbaines aussi, et du coup, au-delà des expositions, on essaie de créer des événements divers et variés, et puis regroupant plusieurs médiums, surtout. Ok. Le collectif, on parle de collectif, donc là vous êtes deux aujourd'hui. Je crois qu'on tourne autour d'un groupe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Un groupe à géométrie variable. Bien sûr. Il devait la faire. C'est un matheux. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. On lui a proposé de parler de géométrie pendant 1 heure, mais bon, il n'est pas trop chaud. Et du coup, est-ce que on peut parler effectivement des autres membres du collectif? Il y a ce qu'on appelle un noyau dur qui est avec vous. Je pense à Nicolas Tizieux, par exemple. Ah oui, Nico, cofondateur de Gustave, un peu en retrait partiellement à cause de son taf et comme tout le monde. Nous, on a aussi pas mal de bénévoles. Je pense à Vincent, à Solène, Camille, une artiste aussi. Donc c'est ça, surtout le noyau dur actuel de Gustave qui, entre guillemets, aide beaucoup et œuvre beaucoup dans l'ombre en fait pour créer tous ces événements qu'on fait tous ces trimestres, entre guillemets. C'est le shadow cabinet des artistes de Caen. Très important parce qu'on sait très bien qu'un événement comme ça, déjà sans bénévoles, ça fonctionne pas. Donc on se dit que même avec nous, nos petits moyens, il nous faut quand même quelques petites mains pour réussir à tout assembler et surtout à bien mettre en place les choses pour que les spectateurs ne voient rien de toute la merde qu'il y a derrière. Voilà. Alors, vous disiez effectivement, vous parliez d'exposition. C'est vrai que vous avez l'habitude maintenant d'investir à Caen l'église désacralisée du Vieux Saint-Sauveur depuis quelques années maintenant pour des expositions thématiques, mais pas forcément, pas toujours. Ce n'était pas le cas de la dernière, par exemple, au mois de septembre dernier. Après la période Covid qui nous a un petit peu privés de tous ces événements culturels. Vous êtes revenu effectivement pour cette expo à Caen. Qu'est-ce qui se prépare maintenant pour les mois à venir? S'il y a des choses qui se préparent. Quelques trucs qu'on peut dire. Donc déjà. Ouais, déjà. Un petit teasing. Il y a quand même lâcher des informations, monsieur. Voilà, il y a d'abord le retour à la place Saint-Saul, donc sous la forme d'une expo qui va être en partenariat, on va dire, fortement inspiré par un festival de musique, et on attend encore. Et après, il y a le festival Gustave qui devrait revenir en septembre, sur à peu près le même format, avec toujours des rencontres et des ateliers. Donc les gens ont beaucoup aimé en fait. On a bien vu avec les dédicaces de Tom, les ateliers de Jacques, les live paintings de Lionel que vous avez pu voir déjà là, hier sur scène, et on a aussi une semaine d'exposition hors les murs de Caen, donc qui va se dérouler à Luc-sur-Mer
pendant une semaine sur la fin août et on nous a conviés cette année, donc c'est super à eux de nous accueillir pendant une semaine, donc ça va être un petit tour de chauffe avant le festival graphique. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir Vincent et Julien avec nous. Vous proposez effectivement des choses relativement différentes, et c'est ça qui est intéressant dans le collectif Gustave, c'est que vous avez tous et toutes des styles très très différents, vous avez des propositions différentes, des univers différents. Vincent, le tien, on sent surtout l'amour de, justement, je parlais de Buffon et de naturalisme, du fait du bestiaire que tu développes au travers de tes dessins. C'est ça ta caractéristique première? Oui, alors caractéristique première, je sais pas, mais c'est vrai que naturellement, je me suis un peu dirigé là-dessus avec la série de Pokémon. C'est des sujets qui me parlent, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai, des cours de d'SVT et de physique-chimie, les vieilles classes avec le parquet qui grince, les affiches vintage au mur, etc. Les Donc c'est vrai que ça. Dans un aquarium. Comment? Les phasmes dans un aquarium. Ouais. Oui, non, mais on sent le côté quand on voit tes affiches, tes planches, c'est vrai qu'il y a ce côté effectivement naturaliste que l'on pouvait voir. Effectivement. Anatomiste. Ouais, anatomiste. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que j'essaie de me diriger, c'est naturel, mais j'essaie un peu de pousser un peu le concept de moi ce que j'aime bien appeler le cabinet de curiosité. Ouais. Donc c'est ces vieux laboratoires de savants du XVIIe, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets qui me parlent. Donc là, c'est vrai que ça fait très naturaliste avec la série de Pokémon. Depuis peu, j'ai fait le Luffy de One Piece aussi, un peu dans le même délire. Voilà, c'est des sujets que j'aime bien traiter. C'est vrai que tu rends réaliste des figures de la pop culture. C'est ça, exactement. Ouais. J'essaie de les imaginer dans notre monde à nous. Comme s'ils avaient été pensés, imaginés, voire créés par un savant d'un cabinet un peu vintage, quoi. Un peu vintage. Un peu vintage. Avec une conservation au formol, bien évidemment. Exactement. Je n'ose imaginer la décoration de son intérieur à ce monsieur Darmanin. Mais bon. En ce qui concerne Julien, Glad, toi, tu es vraiment dans l'optique de rendre hommage à toute la pop culture avec ce côté fan art, pop art, fan art. Oui, j'avoue, j'aime un peu explorer tous les styles, tous les médiums. Je m'arrête en fonction de mon envie, de mon humeur, et puis. C'est vrai que et toutes les techniques aussi. Oui, la technique évolue, le style évolue aussi. Ouais. C'est Monsieur touche à tout. J'aime beaucoup, mais en fait c'est ce qu'on me reproche assez souvent, c'est de ne pas me fixer sur un style ou une technique bien précise pendant longtemps, et c'est vrai qu'en fait j'ai besoin de changer, mais ça reste toujours une même base, hein. Il y a toujours quand même le côté fan art, le côté pop culture. Là, c'est vrai que je pense tourner quand même vers quelque chose qui me plaît de plus en plus, c'est-à-dire ne pas montrer le sujet et juste amener des éléments qui viennent, qu'on comprend un peu ce de quoi on parle. Donc un peu mes 2 dernières créations, c'était plutôt dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on ne montre pas Sonic ni Mario, mais on va découvrir l'univers au travers de tous les éléments. Et ça, Mais à la fin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît malgré tout l'univers sans avoir forcément la figure principale, on va dire. Et c'est ça, c'est ça aussi démontre un respect de l'œuvre de base. C'est aussi l'idée de rentrer un peu plus dans l'intérieur des gens qui sont déjà assez blindés. Et c'est compliqué de réussir à toucher toute une famille en mettant un Stormtrooper, un Batman et tout, etc. Et du coup, le truc intéressant qu'on se pose, parce que ça fait quelques mois qu'on réfléchit, même avec Camille, souvent au quotidien, de savoir comment on peut toucher les gens sans qu'ils aiment vraiment cette cible. Et en fait, Vincent l'a très bien fait avec le cabinet de curiosité qui peut rentrer très vite dans un quotidien et dans un salon, un peu partout en fait. Et moi, c'est ce que je recherche, mais avec un peu plus de couleurs et puis un peu plus le côté culture pop de maintenant. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu es très ancré, tu es très fan d'impressionnisme aussi, et ça commence à se ressentir quand même
pas mal dans ta recherche. Et ça reprend, et puis je m'intéresse de plus en plus à un courant que je n'aimais pas quand j'étais gamin, c'était le surréalisme. Donc là, il y a tout qui commence à matcher ensemble, la couleur, le côté un peu bizarre, et puis et des compos un peu différents. Voilà. On sent de toute façon, quand on voit tes dessins, qui sont notamment ceux qui sont exposés, les œuvres qui sont exposées aujourd'hui à Geekorama, on sent le huge fan of Star Wars. Hein, là, c'est vrai. Là, bon, c'est vrai que ça paraît évident, mais c'est vraiment une des figures qui revient systématiquement dans ton œuvre. C'est quelque chose qui est très design. Un mec avec des oreilles pointues aussi, moi je dis ça. Oui, aussi. C'est vrai que c'est très design. Alors en fait, on pourra dire ce qu'on veut de toutes les trilogies, toutes les sagas, mais en fait, elles ont un point commun, c'est la façon d'avoir amené le design et que ça puisse intéresser beaucoup de personnes en fait. Donc un masque ou un casque de Stormtrooper, en fait, ça parle à tellement de monde et ça peut rentrer très vite. Et en fait, je trouve que au niveau du design, ils ont jamais rien loupé. Enfin, après, au niveau de l'histoire, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'au niveau du design des costumes et tout, des univers, ça m'a toujours parlé. Ça fait partie de l'inconscient collectif maintenant de tout à chacun. Et justement, par rapport à ça, parce que effectivement, toutes ces licences, on se pose toujours la question, effectivement, où se situe la limite entre le fan art, l'hommage, puis le moment où on arrive éventuellement au plagiat ou la surutilisation finalement de la licence. Cette limite est vraiment assez floue pour certains artistes. Est-ce que vous vous en préoccupez véritablement, ou est-ce qu'à un moment donné vous créez, puis après, on va dire, les problèmes d'avocat, ça passe après, quoi? Accessoirement, c'est compliqué, et on est toujours en train de surfer sur ça, et encore plus, je trouve, moi et certains de mes dessins, on n'est pas du tout dans la création de nouveaux designs, etc. On parle de quelque chose de très existant avec un lore déjà bien établi, et ça complètement, je pense qu'il y a un flou tellement artistique entre guillemets sur la France et toutes ces lois comme ça. Je pense qu'on serait aux États-Unis, on aurait encore plus de choses à se reprocher, mais on serait plus vite contacté par les licences pour essayer d'être un peu vampirisés dans leur spirale. C'est comme ça que beaucoup d'artistes émergents des États-Unis sont franchisés en fait directement Star Wars et sans pieds Star Wars, des Anglais, des Américains. Disney vampirise tout, définitivement. Ouais, c'est un peu particulier tout ce qui est droit de licence, etc. C'est vrai que le fan art est quand même assez permissif avant d'être réellement emmerdé. Généralement, le jour où tu te fais embêter, c'est que tu as suffisamment gagné pour pouvoir payer ton avocat, quoi. Non, puis quelque part, eux aussi s'en nourrissent. Parce oui, que deux fois qu'on voit des éléments, des fan art récupérés finalement par des comptes officiels, sans même qu'on se pose la question dans le sens inverse. Bon. Oui, et puis je pense qu'à mon avis, ils sont conscients aussi que c'est grâce à ça aussi que ça continue à faire vivre les licences. Ça nourrit effectivement la mythologie. Quand par exemple vous avez un Star Wars qui n'a pas sorti de film depuis des années, depuis le 3e, et qui n'avait pas prévu de ressortir quoi que ce soit avant le rachat de Disney, ce qui continue à faire perdurer la série, la licence entre deux, c'est les passionnés, c'est les associations comme la Légion Normande, c'est les artistes comme nous, etc. Oh, pardon ? J'ai dit une bêtise. La Légion qu'on remercie d'ailleurs. Ah, pardon. J'ai cru que tu me disais la Légion romaine et j'ai dit merde, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Mais l'année prochaine, on fait une spéciale Gladiator, mais ça c'est autre chose. Ça va être sympa le Béourt au milieu de la salle. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment les artistes, etc., qui continuent à faire vivre les licences, et je pense qu'à mon avis, ils ont quand même conscience de ça. Un petit point justement sur on parlait tout à l'heure vaguement de technique. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu sur les techniques que vous employez, chacun d'entre vous, pour réaliser vos œuvres. Toi, Vincent, ta technique principale, c'est... Alors moi, ma technique principale, du coup, c'est du numérique, c'est de l'illustration numérique. Donc je travaille avec tout ce qui est tablette graphique, logiciel Photoshop, etc. C'est très permissif.
ça permet de toucher énormément de techniques, c'est l'avantage du numérique, ça permet de se tromper, de recommencer, de changer les choses quand ça va pas, sans qu'il soit trop tard. Ça change vraiment le rapport à l'œuvre, le fait de passer en numérique. Ouais, c'est assez énorme. Après, chacun appréhende la technique différemment, mais ça reste quand même extrêmement permissif. Ça permet de toucher même des techniques qu'on pourrait ne pas toucher d'habitude. Maintenant, les logiciels sont quand même suffisamment puissants pour nous permettre d'avoir des illusions, donner l'impression que c'est de la peinture à l'huile, donner l'impression que c'est de l'aquarelle, donner l'impression que c'est du crayon. Donc voilà, ça nous permet quand même vraiment beaucoup de choses. Et en termes de rapport, oui, dans le sens où on peut se tromper, on peut recommencer. S'il y a un trait qui ne va pas, on l'efface en un clic, on l'efface en 1 seconde. Et du coup, oui, ça permet quand même de pas mal changer les choses. Ouais. Donc après, moi, j'utilise essentiellement du numérique. Et ce que j'aime bien faire, c'est réexploiter le numérique que j'imprime, donc comme par exemple ce genre d'illustration, et donc du coup le retravailler derrière à la main. Magnifique le fil. Pardon ? Magnifique le fil. Ah, merci. Et donc du coup, le numérique que je fais après imprimer chez un imprimeur, j'aime bien retravailler dessus à la main pour lui donner quelque chose un peu de nouveau. Et c'est ce que j'ai fait par exemple avec ma série de Pokémon, où chaque illustration, j'en retravaille certains à l'aquarelle, donc du coup pour leur donner un cachet en plus. Et voilà, faire quelque chose d'un peu plus série limitée. Oui, parce qu'il y a des gens, effectivement, quand tu leur parles de tablettes numériques, d'applications, de logiciels, etc., pour réaliser tes œuvres, ils disent « Ouais, en fait, non, il y a un travail préalable. » Oui, ah oui. Et non, et c'est pas l'application qui remplace l'artiste. Ah non, du tout. L'application. Faut bien expliquer parce que c'est vrai qu'il y a aussi de temps en temps une espèce de confusion qui peut être faite dans après, du grand public. Hein. Ouais, je peux comprendre que ce soit un peu flou comme terme de se dire on dessine avec un ordinateur. Je pense que le côté informatique dans la tête des gens, c'est tout de suite c'est automatique, c'est des programmes qui. Non, du tout. Les filtres Instagram. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous desserrent maintenant. C'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels qui desserrent un peu le côté artistique, dans le sens où il y a pas mal d'automatismes qui ont été créés de façon procédurale, etc. Une forme d'uniformisation. On en parlait l'autre jour avec Julien qui me disait, je savais même pas que par exemple sur certains logiciels d'illustration, il y a une intelligence artificielle qui colore automatiquement la BD, par exemple. Et donc du coup, il n'y a même plus besoin de faire de travail de colorisation d'un artiste. Le logiciel en lui-même colore automatiquement la planche de BD. Donc c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont quand même automatisés. Après, c'est à l'artiste de choisir qu'est-ce qu'il a envie d'automatiser, qu'est-ce qu'il n'a pas envie d'automatiser, etc. C'est vrai que maintenant, avec un coup de Photoshop, on a des buildings qui poussent en 2 clics. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Voilà, après c'est à chacun de voir un peu ce qu'il préfère faire et là où il se sent le plus à l'aise, et surtout où est-ce qu'il a envie de mettre la barrière entre le dessin traditionnel fait à la main et l'assistance par ordinateur, quoi. Est-ce que selon toi c'est plus effectivement dans le registre de la bande dessinée que ça peut aider, enfin dans le côté un peu productiviste de certaines catégories de bande dessinée? Je pense notamment toi qui connais le manga par exemple par cœur. Je me sentais absolument pas visé par cette attaque frontale de la part de Monsieur Champère. C'est vrai que je connais pas assez le monde de la BD pour répondre clairement à cette question-là, mais va falloir qu'on parle. Ouais. Je pense que oui, effectivement, d'un point de vue productivité, c'est clair que le numérique a apporté quelque chose en plus qui permet d'aller plus vite, d'être plus productif. C'est vrai que il y a le côté facilité dans le sens où un personnage on peut le réexploiter en un copier-coller 25 cases plus loin, et s'il a la même posture on n'est pas obligé de le redessiner, il y a juste un copier-coller à faire, etc. Donc j'imagine qu'en termes de BD pure, oui, ça doit faciliter la tâche, même sur les décors. Rien qu'en termes de décors, maintenant il existe des trucs assez hallucinants de banques d'images, trames, décors, etc. trames déjà produites, etc. qui permet de. Après voilà, moi je pars tout le temps du principe que le numérique c'est un superbe outil et je pense qu'il faut mieux se faire assister, mais que le rendu soit top, plutôt que de se tuer à la tâche à essayer de produire quelque chose qui est potable entre guillemets, enfin visuellement intéressant, et que ça marche pas, et que donc du coup on s'entête à se dire non, je me ferai pas assister par les outils qui sont à disposition,
parce que je veux garder ce truc-là. Moi, je pense que ce qui compte au fond, la finalité, ça reste le résultat pour moi. Voilà. Après, c'est l'artiste qui gère son business. La fin justifie les moyens, on a compris. On a compris, effectivement, c'était cette belle morale. Très belle morale. Après encore une fois, je parle juste à mon... Voilà, c'est ce que moi je pense. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne partagent pas le même point de vue. C'est ton ressenti. Je pense tout dépend où est-ce que tu places finalement le regard du public, ou si c'est se regarder le nombril aussi. Oui, tout à fait, c'est sûr. Non. Julien, est-ce que tu veux rebondir sur le nombril? Il est assommé par mon discours. Il y a des peluches régulièrement qu'il faut enlever tous les jours dans le nombril, mais après, juste ça. Non. Alors, si tu rebondiras plus facilement sur le mien d'ailleurs. On parlait de style avec Vincent. En ce qui concerne le tien, alors c'est vrai que ton style, enfin, je voudrais dire tes styles, parce qu'effectivement, il y a le style, il y a les techniques différentes en ce qui te concerne. C'est vrai. C'est vrai que de base, je pense toujours on va dire mes créations avec un carnet. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours une page où je laisse une idée dessus et je reviens dessus tout le temps. Je mets les compos que j'aimerais avoir, un croquis vraiment très rapide et très succinct de ce que j'aimerais, à quoi ça ressemble, on va dire, à la finalité. Au moins dans la compo. Et après, je me lance principalement en numérique, clairement. Avant c'était sur Photoshop, maintenant c'est beaucoup plus sur Procreate, sur iPad. On échange quand même pas mal avec Vincent et avec d'autres artistes là-dessus. C'est vrai que ça a automatisé énormément de choses. Ça a libéré aussi la création de beaucoup d'autres, clairement. Et c'est vraiment hyper bénéfique. Moi je bosse quasiment qu'au numérique maintenant, et en fait j'ai ma bouffée d'oxygène avec la lino, l'aérographe, un petit peu la custom que je fais des fois pour Nico, mais c'est vrai que et d'autres, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de m'arrêter sur une seule technique. En fait, j'arrive pas à... Merci de l'odeur, Nicolas. Ouais, je suis désolé, mais non, mais j'arrive pas à m'arrêter sur quelque chose. Mais tant qu'il y a ce mariage de réalisme, on va dire, où j'ai besoin d'un crayon, de peinture, d'odeur de peinture même, et puis de numérique, ça me va en fait. J'arrive à m'allier à tout ça. Dans tous les cas, je vais être obligé de passer par la case croquis, on va dire même très succinct, vraiment sur un Moleskine estampillé Batman qui a A5, voilà, et ça me suffit largement. Voilà. Ok. On disait que tu évoluais vraiment dans un côté fan art, pop art, que tu rendais hommage comme vous. Enfin, c'est le propre du collectif Gustave, je dirais, de rendre hommage à la pop culture. C'est un peu ce qui vous unit. C'était le but premier. C'est le but premier. On parlait de Star Wars, du monde du jeu vidéo. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, dans les prochaines années, tu voudrais aller vers autre chose, peut-être un peu plus personnel? On parle d'art, on parle de peinture, on parle de dessin. Est-ce qu'il y a des choses qui te plairait d'explorer d'autres mondes, d'autres univers, et à commencer par tes envies, tes propres envies? J'ai testé un tout petit peu, ça reste un peu dans le placard, de la création d'un personnage, un avatar, il y a quelques années, que j'ai un peu laissé de côté, même si j'en ai sorti quelques-uns. Mais c'est vrai que partir sur de la création pure, je m'aperçois qu'on est vite rattrapé par ces démons et aussi ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de Star Wars dedans, on va mettre un peu de Marvel, un peu de comics, un peu beaucoup de Batman, et puis même sans les nommer, etc., on voit que on va essayer de tout mixer, et après le pot pourri est pas forcément le plus sympa parfois à regarder. Il faut juste prendre un peu de recul, et en fait, je pense qu'il faut se laisser le temps. Je pense que par moment, c'est pas le bon moment. Et je pense que plus tard, oui. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel je me tourne de plus en plus. En tout cas, dans tout ce que je crée à côté, je liste, etc. Je sais que j'y reviendrai fatalement dessus. Et pour plus m'y consacrer quand j'aurai beaucoup plus de temps, en tout cas. Ouais. J'avais une question, parce que depuis le début, on parle de collectif.
On est d'accord quand même que la création artistique reste à la base une création individuelle et parfois le rapport, réussir à fondre finalement un certain nombre d'individualités dans un collectif, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus finalement difficile dans votre mission, ou est-ce que au final on respecte les univers de chacun et la niche est bien gardée, quoi? Vaste question. Vous avez 2 heures. Ou pas. Alors, on va pouvoir développer, je pense. Ouais. On en parle très souvent, mais c'est vrai qu'on a un collectif d'artistes. Et en fait, la première confrontation, enfin, le premier souci qu'on a vraiment eu, en fait, c'est le souci d'ego, très rapidement. C'est ça. Et c'est très bête, mais c'est vrai que le placement, c'est pas le bon, le placement, la lumière, le circuit n'est pas le bon. Et en fait, c'est vrai que ça à la fin, ça nous rajoute plus de soucis qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à ce qu'on aimerait que le public ait comme expérience, on est obligé de penser un peu et faire on va dire une moyenne entre ce que pourrait attendre le public et ce que veut l'artiste aussi pour lui. Et voilà, en fait, on marche sur des œufs. Les œufs, parfois, on les casse. Donc, ça arrive assez souvent quand même pendant les expos, mais c'est parce que aussi les artistes sont très indépendants, sont souvent très isolés. Ils se confrontent rarement à d'autres personnes, à part en numérique où ils échangent. Dès que c'est le réel et qu'il faut, on va dire, un melting pot, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un des nombreux problèmes qu'on rencontre dans un collectif, en fait. De toute façon, je pense qu'il n'y a jamais d'unité totale et il n'y a jamais de perfection d'un événement. Donc, on jongle. Ouais, c'est des métiers qui sont pas évidents et je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui sont un peu en mode... qui pensent que c'est un peu la guerre et que... En fait, alors... Le souci, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent que chacun est en concurrence avec l'autre, malgré que le style soit par moment à des années-lumière de son collègue, quoi. Moi, je pense pas ça du tout. C'est comme, voilà, chacun a son style. C'est des choses qui correspondent à un certain public ou non. Et à partir du moment où on a bien compris sa cible, etc. Il n'y a pas de raison de se marcher sur les pieds. Un exemple tout bête, hein, mais là avec Julien on est côte à côte sur un stand commun. À aucun moment, je pense, les gens hésitent une seule seconde à se dire je prends la personne d'à côté ou l'artiste qui est là, tu vois. Puisqu'on a des styles qui sont différents et à partir du moment où le style est différent, il n'y a pas de raison qu'on se marche sur les pieds, quoi. Certes, mais après, à partir du moment où tu vas travailler sur des univers qui sont relativement proches, surtout là, par exemple, on imagine travaux sur Star Wars ou d'autres licences, nécessairement, il peut y avoir un jeu de comparaison. Et donc, parfois, quand on parle d'ego... Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'effectivement, parfois, ça peut être un peu compliqué à gérer. Ouais. C'est ça, dès qu'on commence à toucher à des franchises et qu'on est à peu près quelques-uns et on s'y est confronté avec le cinéma, le jeu vidéo un peu moins, mais c'est vrai que le cinéma, ça a été une des plus grosses expos et une des plus réussies avec aussi la musique qui avait beaucoup marché. Mais c'est là qu'on se voit que les franchises, il y a aussi le style qui va beaucoup primer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au noir et blanc et qui vont se diriger vers des illustrations qui sont totalement noir et blanches. Et même que ce soit un artiste qui n'aime pas spécialement ou alors qui ne connaissait pas tout simplement. Mais c'est juste que là, c'est le style qui va primer en fait. Et c'est même pas l'affect. On va pas nous faire plaisir à nous acheter des prints juste parce que c'est nous. Mais c'est vrai que c'est une des manières... qu'on a de gérer aussi les égos. De toute façon, globalement, sur certaines expos, on s'aide beaucoup entre artistes. C'est compliqué, en fait. C'est assez... c'est pas palpable, en fait. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Soit il y a une osmose et on sait très bien vers quel terrain on va, et en fait, il n'y aura pas de problème. De toute façon, les gens, ils ne le voient pas.
Ça. En fait, eux, ce qu'ils voient, c'est simplement ce qui leur plaît. Oui, Et après, quand on ils parle achètent. d'arrière-cuisine, c'est vraiment de ça dont C'est ça. j'ai parlé, quoi. Ouais. C'était pas les panini qui sont en train Non, d'être non, préparés pour le repas de midi, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai vu la personne qui les préparait. C'est une personne vile et méchante. Je l'ai vu. Attention à chaque. C'est chaque vrai, je bouchée. le connais en plus. Alors, j'ai une question pour les illustrateurs graphistes que vous êtes également. Alors, je sais que, par exemple, on parlait tout à l'heure de Tizieux, qui se lance dans la bande dessinée, dans le comic book. Il a une proposition qui devrait bientôt débarquer normalement. Débarquer à l'horizon. On sait pas. Sur sa BD. On a, Sur tu veux sa dire BD, ouais. Ah oui. Est-ce que vous, c'est un registre dans lequel vous aimeriez un moment vous épanouir, vous aimeriez un peu passer côté si on vous proposait de faire de la bande dessinée, que ce soit du comic book, du manga, peu importe la forme que ça peut prendre, mais que vous avez un bon auteur, un scénariste qui vous propose un truc, il dit j'aime bien le style que tu as, j'aimerais bien, je verrais bien mes protagonistes du scénario évoluer dans ton style graphique. Est-ce que c'est un truc qui vous titille ou pas du tout? C'est un truc... Alors, moi, pas du tout. Alors, c'est marrant puisque il y a Tom qui se marre là-bas. C'est marrant parce que c'est une remarque qu'on me fait très souvent dans mon entourage. Ouais, tu devrais te lancer dans la BD, machin. Ça ne m'attire absolument pas et je vais te dire un truc. il va vraiment c'est très falloir qu'on simple. parle. Non, mais c'est très simple. C'est parce que je me lasse très vite. Et généralement, quand j'arrive au bout d'un dessin, je ne peux plus le voir. Donc, juste me mettre à l'idée que je vais partir sur plusieurs années de travail sur un même protagoniste, que je vais devoir faire évoluer dans un décor, sur des positions différentes. Non, pas possible, impossible. Vraiment, je suis pas compatible avec ce genre de choses. Tu n'as pas la patience, ni l'énergie, ni la volonté. Non, et puis il y a une incointance avec le média, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas d'affection. Alors, je suis un gros consommateur de manga, par contre, tu vois. Mais je me vois pas en produire du tout. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs dans le manga là? Il y a quelques titres qui te... Alors vous allez voir, hein, je suis pas un expert non plus. Hein. J'aime en lire, mais je suis pas. C'est non lui plus... l'expert. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis en train de le regarder parce que je sens que je vais me faire taper dessus. Oui. Mais allez, si je ne devrais suis pas à la donner, méchanceté. allez, je vais te donner quelques noms qui m'ont marqué, parce que j'en lis depuis que je suis gamin. Je dirais la série qui m'a le plus marqué, c'est Death Note. Voilà, pas taper, s'il te plaît. Vous allez voir, c'est très commercial. Hein. Ça va. Death Note. Takeshi Obata est un grand artiste. C'est un tueur. Et puis, alors, ouais, moi, je suis très fan. Moins fan de Platinum End, qui est parti un peu en freestyle, je trouve, mais. Ikarunogo. Donc je dirais Death Note, Naruto forcément, One Piece, même si j'ai pas du tout fini la série qui est interminable. Et puis j'ai beaucoup aimé Pluto aussi. Voilà, dans ce que j'ai en tête, Dragon Ball, j'ai commencé avec ça reste la série de cœur, j'ai encore les gros pavés, les grosses briques orange. chez moi, ouais, exactement. Là. Ils sont tous chez moi, je me les refais de temps en temps. C'était chez Glénat à l'époque, non? Ça a toujours été chez Glénat, mais c'était les grands, les grands volumes. Les briques. Ça leur a fait du bien au porte-monnaie. Glénat, ça les a bien développés. Ouais. Ah, c'est des beaux tomes, hein. C'est des beaux objets. Ah, mais t'as un expert pour un néophyte comme moi, c'est un bel objet. Oui, mais c'est un objet qui fait parler le cœur, tout simplement. Oui. Après, effectivement, on peut toujours discuter, pinailler. Le plus important, c'est pour un bouquin, c'est que tu aies de l'émotion quand tu l'ouvres. Oui, c'est ça, oui, c'est tout. Julien, toi, la bande dessinée. J'avais oublié la question. Voilà, justement, Vous répétez la question. Est-ce que tu te vois dans la BD? Est-ce que tu te vois dans est-ce que c'est un truc qui te plairait? Non, parce que je l'ai déjà refusé. Ouais. Donc, du coup, c'était à l'époque où je dessinais pour le magazine Geek Le Mag. On m'avait proposé de faire une planche tous les mois. Et en fait, je m'y voyais pas du tout. Donc, je suis resté sur mes petites illustrations mensuelles. Et non, je rejoins Vincent. J'avoue que j'aime pas trop la contrainte du
cette pose-là, faut que tu la changes, machin, etc. Et en fait, ça case par case. En fait, je pense que c'est la charge de travail qui, pour moi, est énorme après avoir discuté avec quelques dessinateurs, notamment Tom. Ça va parce que je trouve qu'il est hyper productif. Donc, il y a que lui pour faire ça, de toute façon. Je connais Jean-Paul Bordier. C'est vrai que toute sa série nain, elficologue et tout ça, je vois la masse de travail que c'est pas possible. Je me vois pas aussi courageux que lui et que en général. Donc c'est peut-être plus par lâcheté, limite un petit peu, et par le fait que je me dise j'ai pas assez de talent pour assumer autant de choses que je refuserais ce genre de choses. En même temps, on revient un petit peu à ce qu'on disait hier à la table ronde avec Loïki et Tom, c'est le côté indépendant. Vous avez votre univers à développer, pas forcément envie d'être dépendant d'une commande, d'un éditeur ou qui que ce soit pour réaliser votre... Après, on pourrait se lancer dans une autoproduction avec une œuvre, ouais, ça se fait bien etc. maintenant. Ça se fait vachement bien. Mais c'est vrai que je pense pas avoir de choses à raconter. Je pense que c'est plus les histoires. Je pense qu'on peut pas tous être auteur de n'importe quoi d'ailleurs. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Même, je pense que ça prend des années. C'est pour ça que là, si on revient à Nico, c'est un projet qu'il a depuis des années. Des années. Donc il a fallu une personne pour lui dire vas-y, allez, bouge-toi. Et puis je crois que c'est Denis Debanne qui a aussi fait ça. Mais enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment être soutenu et puis il faut pas avoir peur, tout simplement. Je pense que c'est surtout ça. Être sûr de ses capacités pour le faire. Quand on est un jeune artiste ou une jeune artiste, qu'on est graphiste, illustrateur, illustratrice, et que l'on est intéressé par rejoindre le collectif, vous avez des site, internet, il y a des pages Facebook, Twitter, Instagram. On a tous les réseaux à peu près. On a Facebook avec Hello Gustave directement. Pareil sur Insta, c'est Hello Gustave. Et comment dire, sur internet, c'est collectifgustave.fr. Et là, vous pouvez nous envoyer un message, en général, avec des créations, et puis après, on échange surtout. C'est aussi le côté humain, en fait, qui va faire que si ça match et qu'il y a des belles propositions, autant les inviter, quoi. Oui, vous pourriez avoir le plus beau dessin du monde sous les yeux. Si la personne est infecte... on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Le cas s'est déjà présenté. On cherche pas forcément les nouveaux Picasso de demain ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'humain et c'est pour ça qu'on a fait le collectif. C'est avant tout pour se réunir, pour partager des expériences, pour partager des moments et créer des choses ensemble. Donc si le côté humain ne correspond pas à ce que nous on recherche, on préfère laisser l'artiste travailler tout seul et puis ou avec des gens qui lui correspondent plus. Mais voilà, nous on cherche plutôt à partager des expériences plutôt que essayer de faire la course à qui sera le meilleur, qui vendra le plus, qui sera le plus acclamé en exposition. Et puis à la base c'était une mise en lumière commune, donc c'était l'histoire. C'est vrai qu'on avait pas ou très peu d'expos à l'époque sur Caen qui regroupaient des artistes et encore moins de nos univers. Donc le but c'est vraiment de mettre en lumière des gens et puis après nos chemins se séparent parfois, mais au final on aura été content de les avoir eus chez nous et puis eux je suppose auront été très contents de participer à nos expos, à nos événements, voilà, tout simplement. L'amitié plus fort que tout. Exactement. C'est vrai. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est mon côté poète. Ça m'émeut. C'est mon côté poète. Là, on parlait au tout début de cette table ronde d'exposition. Juste éventuellement rappeler que les potentiels expos qui va, parce que il y a pas mal de choses que tu as teasé sans vouloir le. Donc on va finir là-dessus on sent qu'il veut pas se fâcher. Les dates. Des choses en projet. Voilà. Si on veut des dates, c'est fin juin. Fin août. Fin juin et fin août où surtout? Alors fin juin à Caen. À Caen. Donc l'église du Vieux Saint-Sauveur. Toujours l'église du Vieux Saint-Sauveur. Fin août à Luc-sur-Mer.
À Luc. À Luc-sur-Mer, donc ça sera du 26 août au 2 septembre, je crois. Enfin, c'est sûr. Ouais. Et voilà. C'est la dernière semaine d'août, à cheval avec la semaine de septembre. Et c'est Luc-sur-Mer. Et 10 jours après, c'est rebelote au Vieux Saint-Sauveur pour le festival graphique qu'on est en train de penser. Voilà. Ok. Pas de thème particulier pour l'instant? Pas de thème particulier pour le festival graphique. Ça sera sûrement encore l'univers des artistes qui va primer, ce qui nous permet, nous surtout, de nous concentrer sur toute l'expérience à côté et de l'organisation pour les échanges, les ateliers, etc. Comme c'est ce qui est déjà pas mal. Et fin juin, c'est de la musique, c'est sûr. Ok. Le retour de la musique, tant attendu. Tant attendu. C'est vrai que l'expo avait pas mal marché aussi. Ouais. L'expo cinéma et la musique avaient cartonné. Elle peut être mariée au cinéma, en fait. Donc, on le voit actuellement, depuis des années dans le monde cinématographique. Donc, il n'y a aucun souci à passer de la musique au cinéma. Bon. Et puis, l'expo, excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. L'expo de juin, à une semaine du festival Beauregard, on s'est dit on va faire la musique et puis. Comme par hasard, avec un petit groupe que je crois que Julien est un groupe obscur. Des petits jeunes qui chantent de temps en temps au Stade de France. Pour voir Muse, c'est fini. Il n'y a plus de place et on n'a pas eu les autorisations pour qu'il vienne. Voilà, d'accord. Donc vous avez compris que Julien était un huge fan de Muse. Léger, tout léger. Je sais que je me suis un petit peu frité de temps en temps avec monsieur. Toi, qu'est-ce que tu écoutes en musique? Moi, je suis plus métal. Donc, plus métal, toi. Ouais, je suis un gros fan de Mastodon, par exemple. D'accord. Voilà. Oui, très bien, Mastodon. Oui, je ne veux pas te dire le contraire. Très bien. Oui. Chacun ses choix. Désolé. Hein. En même temps, Muse se met à faire du métal. On va se fâcher. La table ronde va durer plus longtemps que prévu. Il y a peut-être d'autres qui vont se fâcher aussi. À leur manière. Je crois que c'est le moment de terminer parce que ça va finir en embrouille de cette histoire. Voilà. Bon, écoutez. Merci. Vincent, Julien, Nico. Merci à vous. Merci donc à nos invités du Gustam. Merci encore pour tout ce que vous pouvez apporter en termes de richesse et de propositions au festival. Vous pouvez les retrouver sur leur stand avec leurs différentes propositions, que ce soit à Vincent ou à Glad. Juste en face de stand Métropolis. Juste à côté des Batarangs. Voilà. N'hésitez pas à aller visiter leur stand. Et maintenant que cette table ronde, je tiens à remercier Philou qui aurait été vraiment un chef d'orchestre parfait. Et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure à peu près avec le nouveau quiz qui va être proposé par notre maître du cinéma, Tommy. Et je vous invite vraiment à y participer. Franchement, ça va être un moment très, très sympathique. Merci.